messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron, président maréchal. À Copenhague, le chef de l'État a sorti son petit uniforme pour rejouer la carte de la fermeté face à Moscou. Un peu de politique parlementaire ensuite avec les députés LR qui entendent peser sur Sébastien Lecornu. Et enfin, société avec le nombre d'avortements à son plus haut niveau en France. Un sujet grave et à rebours des annonces sur le sursaut nataliste appelé de ses voeux par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron joue aux militaires et Bruxelles s'agite face à Moscou. Le sommet de Copenhague ne débouchera probablement sur rien, tandis que la guerre est partie pour durer en Ukraine. La réponse européenne doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir aucune faiblesse. Je pense qu'il faut redire que toute personne qui viole l'espace aérien européen est susceptible d'avoir des représailles, parce que c'est notre droit et nous ferons respecter l'espace aérien européen. Faire respecter l'espace aérien européen. Si l'on met de côté le fait que les incursions n'ont pas encore été authentifiées, il convient d'avoir à l'esprit que le chef de l'État, qui affirme cela, est incapable de se faire respecter par l'Algérie, qui retient en prison un citoyen français, journaliste et un binational, sans que Paris ne soit en mesure de faire quoi que ce soit. Ces annonces du président français semblent relever surtout de la communication, comme d'habitude, puisque les 27 ne s'entendent pas sur la marche à suivre face à Moscou et sont tributaires de la politique américaine, qui est très volatile, avec Donald Trump. Au Danemark, Emmanuel Macron a rejoué sa carte de l'ambiguïté stratégique visant à protéger une image de résolution. Pourtant, derrière ces mots, l'Europe et la France en particulier peinent à traduire leur discours en actions concrètes, révélant une fragilité structurelle face à une Russie perçue comme provocatrice et qui, elle, est rodée à la guerre. Le sommet, marqué par des discussions sur des drones non identifiés survolant le Danemark, a mis en lumière l'incapacité des 27 à s'accorder sur une réponse unifiée. Ursula von der Leyen a dénoncé les tentatives russes de semer la division et l'angoisse, tandis que Mette Frederiksen, Premier ministre danois, a qualifié la situation de plus en plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Un catastrophisme qui maintient la pression sur les populations, mais qui n'a pour l'heure pas mené à une véritable réaction française en matière de défense. Paris se cachant derrière une réponse européenne commune, mais l'Europe en question est désunie. La Hongrie, par exemple, continue d'importer du pétrole russe. Viktor Orban, inflexible, a déclaré n'avoir aucune autre option. Le Premier ministre hongrois aurait tort de se gêner pour ses partenaires européens qui lui mettent sans cesse des bâtons dans les roues. Les initiatives comme le mur anti-drone ou le centre anti-drone allemand apparaissent comme des réponses partielles, souvent critiquées pour leur lenteur ou leur complexité. Emmanuel Macron lui-même a tempéré l'enthousiasme pour ces projets, soulignant leur caractère sophistiqué et difficile à mettre en œuvre rapidement. La question de la doctrine nucléaire française, que Macron prévoit d'actualiser début 2026, ajoute une autre couche d'incertitude. La France, seule puissance nucléaire de l'UE, à côté du Royaume-Uni, se positionne comme un pivot stratégique. Mais son offre de dialogue avec d'autres Européens reste vague, avec un risque, pour les plus inquiets, de voir Emmanuel Macron brader cet atout national avant de quitter la présidence. Va-t-en guerre, le président français prend néanmoins encore des précautions de langage et évite ainsi de parler de guerre, préférant le terme confrontation avec la Russie. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Un acteur extérieur qui déstabilise, un peu comme l'allié américain qui espionne les présidents français sans qu'aucune riposte ne soit envisagée. Mais en matière de relations internationales, il semblerait bien qu'il y ait la bonne et la mauvaise ingérence, comme en témoignent les récentes incursions européennes dans les élections, en Roumanie notamment. Après 3 ans et demi de guerre en Ukraine, l'Europe et la France semblent prises au piège de leurs propres contradictions, avec des dirigeants opportunistes disposant d'une vision à court terme, mais également un problème de rôle de chacun dans un espace continental où il est souvent bien difficile de savoir qui est souverain. Les députés LR espèrent peser sur Sébastien Lecornu. Ils exigent du Premier ministre un contrat de gouvernement afin de préciser son cap et faire pencher le gouvernement à droite. Explication Édouard Chano.
Le nouveau gouvernement et la politique générale de Sébastien Lecornu se font toujours attendre. Et pour éviter les mauvaises surprises, les Républicains veulent obtenir du nouveau Premier ministre un engagement, un contrat de gouvernement. En clair, Bruno Retailleau et ses troupes lui demandent de préciser ses intentions budgétaires avant même les nominations ministérielles. Une manière de hausser le ton pour en finir avec le sentiment très désagréable de s'être fait balader par son prédécesseur. De nombreux élus LR reprochaient en effet à François Bayrou sa passivité ou sa surdité, celui-ci ayant constamment rejeté à plus tard l'application de leurs idées. Leurs attentes programmatiques ont donc été envoyées à Matignon le 22 septembre et le nouveau chef de l'exécutif, sans exécutif, qui doit composer entre le risque de censure du PS et les doléances de LR, s'est engagé à leur répondre avant la fin de semaine. Plus à gauche, LFI a déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure et plus à droite, le RN a posé ses conditions. Pas de défiance si les baisses d'impôts et de dépenses sont garanties. Alors que l'équation politique semble insoluble, et bien que LR ne pèse que 50 députés, Anne-Laure Blin, élue du Maine-et-Loire, réfute l'idée que son groupe en demande trop. Alors j'aurais tendance à vous répondre assez spontanément qu'on ne demande jamais suffisamment pour la France. Aujourd'hui, on voit bien l'état de notre pays et donc il est nécessaire, et c'est la raison pour laquelle les Républicains ont demandé ce contrat de gouvernement, que l'on ait connaissance des perspectives, du cap, de la vision qui va être retenue par le Premier ministre. Et donc nous avons mis des sujets sur la table. Très clairement, il faut se consacrer à principalement 2 points. La question de l'ordre dans ce pays, de l'autorité, le régalien, la sécurité, la régulation de l'immigration, un volet économie. Il faut clairement que l'on favorise et que l'on accompagne la France qui travaille et que donc on crée un véritable écart avec les revenus de l'assistance. Bien sûr, tout cela dans un cadre fiscal constant, à minima constant, mais en tout cas sans augmentation d'impôts, mais surtout avec des économies pour le train de vie de l'État. Et on voit bien combien aujourd'hui on pourrait en faire si on avait le courage. Et notamment, nous l'avons chiffré à près de 40 milliards d'euros. C'est possible, mais à condition d'en avoir la volonté. Sécurité et fiscalité, 2 piliers clairs face à la pression du Parti socialiste qui réclame plus de justice sociale et fiscale. Dans les colonnes du Parisien le 26 septembre, Sébastien Lecornu s'est montré plutôt défavorable à la taxe Zuckman sur les plus grandes fortunes françaises et sur le retour de l'impôt sur la fortune. Il a aussi envisagé un texte antifraude sociale, de quoi plaire à LR. Les Républicains et Anne-Laure Blin demandent aussi une suppression d'agences de l'État jugées inefficaces, voire inutiles. J'ai énormément travaillé dans le cadre d'un texte qui est arrivé à l'Assemblée au printemps dernier, dans le cadre de la simplification. Il y a énormément d'agences, de comités, d'organismes divers qui sont aujourd'hui en totale roue libre, qui sont source de véritable gaspillage d'argent public, qui est d'ailleurs hors de contrôle par les parlementaires. Et donc il conviendrait d'en réduire la voilure. Il y a des instances sur l'ensemble des sujets qui concernent le quotidien des Français. Encore aujourd'hui, on a entendu un haut comité à l'enfance et à l'âge prendre des positions qui sont sincèrement complètement déconnectées des réalités, savoir quel vocabulaire on doit employer à l'égard de nos personnes aînées, mais aussi sur les questions écologiques, beaucoup de gaspillage d'argent public. L'ADEME, par exemple, qui est une agence qui s'autorégule, alors même que, par exemple, les régions examinent des dossiers en matière de transition énergétique. Le ministère aussi, notamment avec l'examen de MaPrimeRénov', examine aussi ces dossiers de transition énergétique. Donc, on gagnerait véritablement à une véritable rationalisation du millefeuille administratif. J'ai formulé beaucoup de propositions. Je vais d'ailleurs déposer dans les prochains jours, les prochaines semaines, une vraie proposition de loi pour remettre en place toute cette liste d'agences qui sont source de gaspillage d'argent public. Anne-Laure Blin, qui comptait parmi les 11 députés LR à avoir voté la censure contre François Bayrou, souligne l'urgence pour le pays. Si elle accepte de travailler avec le gouvernement Lecornu, c'est pour, dit-elle, transmettre ce que les Français disent sur le terrain. Le nombre d'avortements à son plus haut niveau, un sujet grave que les pouvoirs publics semblent prendre avec beaucoup de légèreté. Renaud de Bourleuf. La France n'a jamais autant avorté. Fin septembre, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation des Statistiques, la DREES, a publié les chiffres de l'avortement pour l'année 2024. 251 270 naissances empêchées, soit environ 7 000 de plus que l'année précédente. La courbe ne cesse de grimper. Déjà, l'année 2022, avec ses 234 000 avortements, était considérée comme une année record. Notons que 80% de ces avortements sont pratiqués par voie médicamenteuse, comme n'importe quel acte médical anodin. Guillaume de Thieulois est depuis quelques jours le président de la Marche pour la vie. Il revient sur la banalisation de cet acte encore réprimé par le Code pénal il y a un demi-siècle.
La banalisation, elle vient surtout de la législation, puisque quasiment tous les ans, on a une nouvelle facilitation, une constitutionnalisation. Donc c'est devenu, on est passé du crime dépénalisé au droit remboursé par la sécurité sociale, puis il devient interdit de prier à moins et de plus en plus jusqu'au droit constitutionnel. Donc évidemment, cette logique de banalisation fait que ça entraîne mécaniquement que c'est beaucoup plus fréquent de pratiquer l'avortement. On a même quasiment l'impression que les autorités sanitaires considèrent qu'un bon CHU, c'est un CHU dans lequel on fait plein d'avortements. Donc on a l'impression qu'ils sont quasiment notés là-dessus. Ce qui est accompagné par une invisibilisation des alternatives, notamment associatives, une absence de politique d'aide financière pouvant aider les jeunes mères précaires, et surtout une très forte propagande conduisant souvent les prises de position opposées à l'avortement à l'autocensure, ce qui fut particulièrement visible au moment de l'inscription de la pratique dans la Constitution. Sur les 577 députés et les 348 sénateurs, seuls 72 parlementaires ont voté contre la constitutionnalisation de l'avortement. Encore que ces rares voix dissidentes, pour la plupart d'entre elles, ne s'opposaient que très timidement. Certains disaient ne pas être contre l'avortement, mais seulement contre l'inscription de la Constitution, n'oublions pas de dire que la loi Veil est, je cite, une loi d'équilibre. Le tout alors que la question de la baisse de la natalité n'avait pas été dans les débats, mais Emmanuel Macron avait tout de même lancé son plan au début de l'année. C'est vraiment du pur en même temps. Évidemment, c'est pas possible. On peut pas à la fois choisir la mort et la vie. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que cette année, on a plus d'avortements, moins de naissances. En 2025, ça devrait être encore le cran au-dessus, puisque pour la première fois en 2025, on aura un solde naturel déficitaire, c'est-à-dire qu'on aura plus de morts que de naissances si on continue sur la courbe des premiers mois. Donc c'est vraiment le pays qui se suicide. Alors en dehors de toute autre considération morale, la logique démographique devrait faire normalement que des politiciens un peu intéressés pour l'avenir du pays devraient éviter de faire une propagande gigantesque pour l'avortement. Il me paraîtrait assez logique de choisir la politique familiale et la politique nataliste plutôt que la politique d'avortement. Mais bon. Manifestement, cette logique-là a l'air d'échapper à l'Élysée, à Matignon et à quelques autres endroits de notre belle République. Les dirigeants n'ont pas pris en compte ces considérations, préférant attaquer la vie à sa fin comme à son commencement. La proposition de loi sur l'euthanasie, adoptée à l'Assemblée nationale en mai, sera débattue au Sénat à partir du 20 octobre. Et le vote solennel aura lieu le 28 octobre, soit seulement 8 jours après. Et ce, alors que l'Assemblée nationale avait eu 2 semaines pour débattre de ce sujet grave. Mais la vie des Français n'a peut-être pas assez de valeur aux yeux des dirigeants pour prendre le temps d'en débattre sérieusement. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Le bureau de l'Assemblée nationale renouvelé. Mercredi, les députés ont élu leurs 6 vice-présidents. Les élus RN Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont retrouvé les postes qu'ils avaient occupés entre 2022 et 2024 et dont ils avaient été écartés il y a un an. L'élection s'est poursuivie ce jeudi avec les 12 secrétaires. Là encore, le RN fait son retour avec les députés Gaëtan Dujossé et Marine Hamelé. De quoi déclencher la fureur de la gauche, des élus LFI, ayant même déposé une pétition pour appeler la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet à la démission. Son tort, une supposée compromission avec le RN. Une accusation plutôt surprenante de la part de députés ayant pour la plupart été élus grâce à un accord de second tour entre extrême gauche et extrême centre pour faire barrage à ce même parti. Assemblée nationale toujours, et cette fois il y a de quoi rester sans voix. Mardi, Yaël Braun-Pivet a inauguré dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale une œuvre contemporaine intitulée « L'arbre aux 1000 voix ». Cette construction métallique représentant un arbre auréolé de feuilles d'aluminium est censée symboliser la liberté d'expression et la résistance par l'art. Car votre œuvre, dans sa beauté d'acier, nous remémore une parenté parfois oubliée, celle des mots « libre » et « livre ». Précisément, certains députés s'expriment sur le caractère artistique de cette œuvre et surtout interrogent la présidence de l'Assemblée sur le coût pour les contribuables. Pas de réponse concernant le coût de cette œuvre, ni de son installation pour 6 mois. Et les amateurs d'art autres que la culture française devront attendre quelques jours avant l'inauguration de la Maison des Mondes africains dans le 10e arrondissement de Paris, prévue samedi 4 octobre. Un projet d'Emmanuel Macron depuis 2021, les ministères des Affaires étrangères et de la Culture ont mis 9 millions d'euros de la part de vos impôts. Les grandes villes vont-elles quitter le giron des gauches écolo-socialistes ?
À Marseille, en vue des municipales de 2026, les macronistes de Renaissance ont scellé un accord stratégique avec Martine Vassal, candidate d'hiver droite déjà investie par les Républicains. Après un déjeuner avec les cadres locaux du parti macroniste, la présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole ex-Marseille-Provence a annoncé accepter la charte de valeurs de Renaissance, excluant toute alliance avec le RN, avec LFI ou avec des personnes condamnées. Elle intègre par ailleurs 95% des 26 propositions du parti dans son programme, dont une délégation permanente à Bruxelles pour débloquer les fonds européens. Renaud Muselier, pilote Renaissance pour ces élections et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, présidera le comité de soutien de Vassal et plaidera son investiture auprès de la Commission nationale attendue dans les prochaines semaines. Sud toujours, mais Nice cette fois, avec le maire désormais Horizon, Christian Estrosi, qui a suscité une petite polémique en annonçant baptiser Parvis Nicolas Sarkozy l'esplanade devant le futur Grand Hôtel des Polices, livré en 2026 pour honorer ce qu'il appelle l'action sécuritaire de l'ancien président. Condamné le 25 septembre à 5 ans de prison ferme pour financement libyen, Nicolas Sarkozy a lourdement contribué au chaos migratoire qui n'est pas sans lien avec la délinquance, si l'on s'en tient à ce que le fondateur des Républicains a pu lui-même déclarer. Pour solenniser ce baptême d'un drôle de genre, le conseil municipal de Nice a adopté la délibération sous contrôle préfectoral, en présence de Louis Sarkozy, le fils influenceur du président condamné. Après la riposte graduée, des grades universitaires pour les étudiants algériens. Lundi, l'ambassade de France en Algérie a publié un tweet félicitant les 8351 étudiants algériens ayant obtenu un visa pour venir étudier en France à la rentrée 2025. 1000 visas de plus par rapport à l'année précédente. Notons que l'Algérie représente le 3e contingent d'étudiants étrangers en France, derrière le Maroc et la Chine. Si la décision d'accorder ces visas étudiants relève du ministère des Affaires étrangères, Bruno Retailleau n'a visiblement pas été pris au sérieux par son confrère du Quai d'Orsay lors du refrain de la riposte graduée. L'actualité internationale en bref. Retournement de l'opinion aux États-Unis. Près de 2 ans après le début de la guerre à Gaza, un sondage du New York Times et de l'Université de Siena révèle un basculement de l'opinion américaine. Pour la première fois depuis 1998, 35% des électeurs soutiennent davantage les Palestiniens contre 34% pour Israël, inversant les 47% pro-israéliens de décembre 2023. 6 sur 10 exigent l'arrêt de l'offensive israélienne, même sans libération des otages ou élimination du Hamas, et 40% accusent Israël de tuer délibérément des civils, doublant le chiffre de 2023. Cette polarisation s'accentue chez les démocrates avec 81% pour un cessez-le-feu et les jeunes de moins de 30 ans avec 70% contre l'aide américaine à Israël, érodant le consensus pro-israélien et potentiellement les relations bilatérales. Parallèlement à la gauche pro-palestinienne, le développement d'une opinion anti-interventionniste à droite des Républicains pourrait aussi participer de ce changement de l'autre côté de l'Atlantique. La flottille humanitaire des militants pro-palestiniens Global Sumud affirme poursuivre sa route vers Gaza, malgré l'interception de plusieurs de ses bateaux par la marine israélienne mercredi soir. L'armée israélienne, qui a utilisé des canons à eau, a fait état de 13 bateaux transportant 200 personnes. Dénonçant une attaque illégale, les organisateurs exigent la libération des militants, dont Greta Thunberg et Rima Hassan, appréhendés et sur le point d'être expulsés vers l'Europe. L'intellectuel militant de gauche Thomas Guénolé a publié une vidéo se mettant en scène dans une position peu avantageuse en gilet de sauvetage pour annoncer sa grève prochaine de la faim. Israël justifie l'opération par la sécurité des passagers qui entrent dans une zone de combat. La flottille a assuré que 30 bateaux continuaient leur route vers Gaza, qui se trouverait à 85 km de l'enclave. Partie d'Espagne, elle vise à briser le blocus pour livrer une aide humanitaire. Keir Starmer durcit sa politique d'asile. Le gouvernement britannique travailliste a annoncé supprimer le programme de regroupement familial pour les réfugiés. Cette mesure, qui sera détaillée lors d'un sommet européen à Copenhague, vise à répondre à une immigration légale et irrégulière record avec 111 000 demandes d'asile entre juin 2024 et juin 2025. Près de 21 000 visas familiaux ont été délivrés sur la même période, majoritairement à des femmes et des enfants. Le gouvernement cherche à contrer la montée du parti anti-immigration Reform UK et à apaiser les tensions nationales. Désormais, le regroupement familial ne sera plus automatique et l'obtention d'un statut permanent sera conditionnée à des critères stricts comme la maîtrise de l'anglais et un emploi. Cette décision suscite des critiques, notamment du Refugee Council, qui craint une augmentation des traversées dangereuses de la Manche. Ce soir immédiat, quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.